Ah, je savais pas quoi mettre comme titre pour la miniature. Burk, Go Broke. Et j'ai choisi ça parce que moi aussi, je vais devoir apprendre à la fermer. Est venu de restaurer notre royaume. Suivez-moi. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de Blanche-Neige, des studios Disney évidemment, le remaster, on va dire, la version live action du célèbre dessin animé des studios Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, qui était adapté, je crois, de base des histoires des frères Grimm. Mais là voilà, c'est la réadaptation du coup live action, qui est sortie le 19 mars, 5 jours après que je tourne cette vidéo. Bah c'était pas si mal en fait, genre je m'y attendais pas. Ça fait plusieurs jours que je dois aller le voir et j'y vais un peu à reculons. Et j'ai passé un super moment en fait, j'y pensais pas. Alors oui évidemment c'est pas incroyable, c'est pas parfait. Il y a plein de trucs à droite à gauche qui vont pas. Et je sais pas, j'avais ce sentiment où je me disais, est-ce que je vais passer un mauvais moment, voire même est-ce que ça va juste être bof. Et en fait j'en suis sorti avec un... Ouais, avec un petit sourire, avec un petit... En fait, putain, merde. Si j'avais su, j'y serais allé beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, ce Blanche-Neige, c'est réalisé par Mark Webb, à qui on doit principalement les deux Amazing Spider-Man. C'est avec Rachel Ziegler qui interprète Blanche-Neige, avec Gal Gadot qui interprète du coup la méchante reine. Alors, on peut voir que dans les personnes qui ont bossé dans le scénario, il y a Greta Gerwig, à qui on doit le dernier Barbie, et qui va normalement faire les futurs Narnia pour Netflix. J'ai vu évidemment le film en VF comme d'habitude. Ah gna gna, le film en VF, ferme ta gueule. T'es pas ma daronne, je fais ce que je veux en fait. Parce que quand tu regardais Blanche-Neige quand t'étais petite, t'étais bien content que ce soit en français. Et en comédien de doublage, on retrouve du coup Christophe Lemoine qui fait Timide, Damien Witeka qui fait Simplet, et aussi le narrateur. Je vois même que dans les chœurs, il y a même Dorothée Pousseau. Et d'a priori, d'après ce que j'ai vu, on est sur un budget de 200 millions de dollars. Et j'espère vraiment personnellement qu'il va faire un bon démarrage, que pour l'instant, au bout de 5 jours, le film a une recette au box-office de 90 millions dans le monde, 45 millions aux US et 45 millions à l'international. Pas un mauvais démarrage, mais je suis pas convaincu que le film soit rentable un jour ou l'autre, parce qu'évidemment, vous le savez, il faut que ça fasse environ x 2,5 au niveau de la rentabilité. Donc le mieux ce serait d'aller chercher les 500 millions, voire 600 millions. Et je pense pas que le film ira aussi loin, sauf si le bouche à oreille marche très très bien. Et j'espère, bah pourquoi j'espère du coup? Parce que l'histoire de Blanche-Neige, est-ce que j'ai réellement besoin de vous la raconter? Non, on la connaît tous de base, cette histoire de Blanche-Neige, qui a été un peu réécrite rapidement dans une façon plus moderne, dans une façon plus réelle des choses qu'on a aujourd'hui, parce que le premier opus est sorti dans les années 30, donc on peut dire que le film a quasiment 100 ans, donc ouais, il méritait quand même un petit coup de jeune. En l'honneur de la nuit de ma naissance, mon père me nomma Blanche-Neige. Sur la margelle d'un vieux puits, et voici son royaume. Et de base, personnellement, moi je suis pas fan de ce que font Disney avec tous ces remakes live action, tout ce qui se passe. Je suis de base pas fan quand c'est du full CGI, par exemple le Roi Lion, quand ils ont fait le Roi Lion en full effets spéciaux, je me disais mais quel intérêt d'aller voir la même histoire copier-coller, mais en effets spéciaux, je comprends pas. Surtout que le Roi Lion, ça avait une petite attache personnellement pour moi quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai eu ce petit truc de boycotter un peu ce genre de film des studios Disney parce que c'était juste se faire de l'argent facile au final. Et j'ai laissé petit à petit une chance au live action qui avait au moins des acteurs. Je me disais que là, il y avait un autre truc artistique qui était derrière. Au moins, c'était un film avec de réelles émotions, faites par des humains, des choses comme ça. Et j'en suis allé voir quelques-uns, mais pas tous. Le mieux, évidemment, c'est quand ils revisitaient des histoires et qu'ils en faisaient carrément d'autres, par exemple avec Maléfique. Voilà, Maléfique, on utilise de base une histoire connue des dessins animés Disney et on essaye d'en faire autre chose plus en profondeur. On va faire une autre histoire en complément et on refait pas juste la même chose. Et évidemment, ce Blanche-Neige, il me donnait envie parce que toutes les polémiques qu'il y a eu autour, évidemment, avec tout ce go woke, go broke, les gens dès qu'ils voient que ça peut rentrer dans le wokisme, il faut qu'on gueule au wokisme et il faut qu'on gueule sur ça. Alors évidemment, moi ce que je regrette avec tout ça, c'est qu'on sent que malheureusement de la part des grands studios, il y a ce quota où on veut que ça parle un peu de tout pour que ça plaise à tout le monde, où il faut des acteurs de couleur, il faut qu'il y ait des gens de minorité qui soient vraiment plus mis en avant.
Il faut mettre en avant tous ces trucs-là, le LGBTQ+, etc., etc., j'en oublie plein d'autres. Et non loin l'idée que moi ça me déplaise, au contraire, je trouve ça hyper intéressant de faire tout ça, mais pas dans un système de quotas. Il faut que c'est un intérêt avec le scénario, il faut que c'est un impact avec les personnages, et qu'il faut que ça marche au cinéma, à l'écran. Et si c'est juste mis en quota en mode, il faut, bim, qu'on ait notre quota ici, patati patata, sans que ça soit travaillé réellement, et que ça soit imposé juste comme ça, oh bah oui, là c'est nul. Alors que si on inclut tout ça au scénario, que ça a une vraie raison réelle d'être ici, et que ça a un impact, et que le but c'est de faire marcher tout ça, là oui, go. Il y a eu aussi évidemment toute cette mauvaise histoire entre les deux actrices principales, avec évidemment Gal Gadot qui est pro-israélienne vu qu'elle est d'origine, et Rachel Ziegler qui est elle pro-palestinienne. Rachel Ziegler aussi qui a été un problème parce que voilà, le film s'appelle Blanche-Neige, dans le dessin animé elle est blanche comme un cul, et là voilà, ça a créé des polémiques parce que oulala, on nous met une actrice noire à la place de Blanche-Neige. Les frérots, vous êtes biglou quoi? Alors, si Rachel Ziegler elle est noire, moi je suis pakistanais, hein. Elle est d'origine polonaise et colombienne, et elle est légèrement métisse. Et encore, légèrement, j'insiste vraiment. Donc je trouve que bah, voilà, ils ont bien réussi à adapter dans l'histoire le fait de pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Blanche-Neige, le fait qu'elle soit née d'une nuit où il y avait une très grande neige très blanche. Voilà, moi je trouve que ça marche très très bien, voilà. Petit exemple de ce que je disais tout à l'heure, quand c'est bien amené, il n'y a pas de problème. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Ma reine, tu es d'une beauté sans pareille. Il y a eu aussi cette histoire par rapport aux 7 nains, où Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion dans Game of Thrones, a ouvert sa bouche en disant que c'était petit haha, de faire jouer des acteurs nains pour les rôles des 7 nains. Sauf que mon cher Peter Dinklage, avec tout le respect que je te dois parce que j'ai adoré ton rôle dans Game of Thrones, je pense qu'il y a plein d'acteurs nains qui auraient adoré interpréter des rôles des 7 nains, gagner leur argent et peut-être commencer une petite popularité comme toi tu l'as eu. Donc voilà, ça aussi ça a créé des polémiques, donc du coup les 7 nains ne sont plus réellement des nains, c'est des créatures magiques qui sont en full CGI, et ça on va reparler aussi. Bref, les polémiques on va laisser tomber ça ici. Si vous le saviez, tant mieux, si vous le savez pas, au moins je voulais que tout soit bien mis sur la table pour que vous soyez un peu tous au courant de tout ce qu'il y a eu autour de ce film. Au final, tout ça, eh ben on s'en fout. Parce que tous les gens qui vont juger le film par rapport à tout ça sans l'avoir vu, vous êtes tous des cons. Et oui, je suis désolé, c'est réel. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi j'ai été con, les amis. Le fait de me restreindre et de boycotter d'aller voir ces films-là, donc pour certaines bonnes raisons, je pense, et ben aujourd'hui ça m'a prouvé en sortant en salle que, vu que j'ai bien aimé le film, je me dis que ben, il faut aller voir tout ça, il faut se faire juste son propre avis en salle. Parce que je ne m'attendais pas à kiffer autant ce Blanche-Neige. Faut se remettre en question, et ça sert à rien de juger un film avant de l'avoir vu. On peut avoir évidemment des attentes, mais ça s'arrête là. Bref, après tout ça, on va enfin parler de cinéma, on va enfin parler dans les détails de ce film de Blanche-Neige. Il y aura une petite partie spoil à la fin. Et ouais, non, dans l'ensemble, ça reprend correctement l'histoire originelle. Au début, c'est même un peu bizarre, parce que t'as vraiment l'impression de revoir du copier-coller des mêmes scènes du film. On va dire que la moitié du film, c'est vraiment du copier-coller. Le reste du temps, voilà, on essaie d'inventer et de créer de nouvelles choses. Donc, ça sert à rien que je vous dise le développement réel du film maintenant. Je pense qu'on en reparlera partie par partie. Mais dans l'ensemble, c'est un peu la même histoire avec quelques changements. On pourra parler un peu plus de tout ça en détail. Il y a une personne dont la beauté rayonne de l'intérieur. Blanche-Neige. Elle est aussi pure que la neige. On commence évidemment comme d'habitude avec la partie image. Dans l'ensemble, au niveau du cadre et de la mise en scène, c'est vraiment pas intéressant. Voilà, qu'on se le dise. Vraiment aucun cadre, aucun plan qui a retenu mon attention, qui était vraiment beau, qui était vraiment spectaculaire. Sûr que là, Mark Webb, dans sa mise en scène, il a aucune créativité, il y a vraiment rien d'intéressant à se mettre sous la dent. En revanche, en termes d'effets spéciaux de CGI, j'ai trouvé ça correct, dans le sens où le pire dans ce film, et j'en ai marre de voir ça, et je pleure des yeux chaque fois, c'est les fonds verts. Les fonds verts sont atroces, ils sont horribles. Je le répète, et je continuerai à le répéter, hein, tant que ça changera pas, hein. D'avoir tout le temps ces fonds verts flous derrière, où on voit, mais on les voit, oh. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de faire ça? C'est dégueulasse, putain. Et c'est hyper dommage, parce qu'à côté de ça, on a des CGI, des animaux, qui sont assez bien faits dans l'ensemble. Et on a aussi, du coup, les 7 nains, les 7 créatures magiques, mais on va les appeler les 7 nains, qui là aussi, eux, sont faits en full CGI, et
bah c'est pas si mal, parce que vu qu'ils ont ce côté pas réellement nain, mais un peu créature magique, où ils ont un pouvoir, et au final, ouais, quand tu le vois la première fois, c'est un peu bizarre, tu te dis putain, on dirait la gueule de la grosse tête carrée qu'on avait dans Ant-Man, là, qui était à vomir, et après, au final, quand tu les vois tous, avec tous leurs expressions différentes, évidemment, c'est les 7 nains, et bah vu qu'ils ont tous cette personnalité, qu'ils ont ce côté un peu carré au niveau du visage qui bouge pas tout le temps, mais dans un ensemble complet, ça marche. Et ça marche tellement bien, surtout au niveau de certains, mais surtout au niveau de Simplet. Simplet, il m'a touché, moi, dans le film, c'est quelque chose de fou. Ils ont décidé de faire un choix sur lui qui est un peu discutable, on en parlera en partie spoil. Et ouais, dans l'ensemble, je les ai trouvés tous très bien, ils étaient assez bien foutus, et la façon dont ils sont faits, même si elle n'est pas parfaite, ça marche. Ça m'a convaincu. Même Gal Gadot, quand elle se transforme en sorcière à la fin, il y a une transition qui est faite où on voit son visage qui se transforme directement. Ça marche. C'est assez cool. Bon, après, on a un autre plan et on la revoit là réellement vraiment méchante et ça marche bien. Et même la scène. Alors, on voit que dans l'ensemble, au niveau des FX et tout, dans tout le film est très très lisse. On voit que parfois ça manque vraiment de couleur, ça manque de lumière colorée. Le film, des fois, est très lumière blanche, très blanc, très grise. C'est tourné en studio, ça se voit. On voit que 90% du film est en studio de toute façon. Ça, de toute façon, c'est le gros problème qu'on a sur les gros studios en ce moment et c'est un truc qui changera pas. Mes parents m'ont toujours dit que cette forêt était enchantée. Il y a quelqu'un ? Alors ensuite, au niveau du son et de la musique, alors on va surtout parler des musiques et de la chanson. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, de faire ce genre de live action Disney, où, bah, comme dans les dessins animés Disney, évidemment, on va tout reprendre au niveau des chansons qui existent déjà. On va essayer d'en modifier certaines et on va même en inventer de nouvelles. On retrouve ce côté très comédie musicale, et moi qui de base n'est pas fan des comédies musicales et maintenant j'aime bien ça, là, ça marche super bien. Ça marche vraiment très très bien. Les chansons sont hyper bien faites. J'ai vraiment bien kiffé les chansons, j'ai vraiment apprécié le truc, que ce soit les reprises ou les nouvelles ou certaines qui ont été un peu modifiées. J'ai vraiment trouvé dans l'ensemble ça marchait vraiment bien. En plus, les interprètes VF sont vraiment spectaculaires. On est vraiment dans ce cas de Disney où les chansons sont putain de bien. Ce qui fait la force aussi de Disney sur les anciens dessins animés et sur les films ou les trucs qu'on voit récemment, c'est les chansons. Et c'est vraiment super. Donc voilà, la partie chantée, je l'ai trouvée très très bien. Après, au niveau juste des musiques et des sons, ça colle très bien à l'univers. Ce côté Blanche-Neige beaucoup plus magique, beaucoup plus enchanté, un peu limite fantasy parfois. Et dans l'ensemble, ça marche assez bien. C'est une humaine. Vous pensiez que j'étais quoi ? Rien. Un fantôme. Jamais la reine ne vous trouvera ici. Alors, au niveau du casting, je trouve que Rachel Ziegler en Blanche-Neige, ça marche super bien. Rachel Ziegler, je l'ai découvert moi personnellement dans le dernier Hunger Games, et j'avais beaucoup apprécié son énergie qu'elle mettait dans le film, et elle a un jeu au niveau du visage que je trouve assez puissant. Dans ce film, elle arrive du coup à apporter ce côté hyper innocent à Blanche-Neige, voire parfois un peu teubé, j'ai l'impression. Des fois, elle est là, elle regarde un peu en l'air, elle regarde un peu les yeux ballottants à droite à gauche. C'est un peu étrange, mais du coup, elle apporte ce côté vachement innocent, vachement doux, ce qui colle du coup parfaitement au personnage. Et voilà, qui est avenant, qui est prévenant, qui est loyal, tout ça. Et Rachel Ziegler, je l'ai trouvé très très bien. Voilà, zéro problème, zéro souci, pour moi ça marche à fond. Gal Gadot, je la trouve parfois un peu en surjeu, et vu qu'elle est là pour jouer vraiment la reine méchante, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus forte, j'ai raison, vous avez tort, c'est moi la puissance incarnée, etc. etc. Bah, je trouve que ça correspond du coup à son personnage. Elle est vraiment là pour se mettre en avant et écraser les autres. Donc le côté surjeu, je le trouve justifié, je sais pas si on peut dire ça. Mais du coup, je trouve que ça marche, ça lui apporte un côté un peu détestable qui fonctionne du coup. Alors le prince qui cette fois-ci n'est plus vraiment un prince, mais plutôt un rebelle contre la reine, je trouve vraiment qu'il manque de charisme. Voilà, je préfère être honnête avec vous. L'acteur en soi, j'ai rien de spécial à dire, mais en tant que troisième personnage principal, on va dire, je trouve qu'il manque un peu de charisme. C'est un ensemble en fait, et c'est un peu le cas aussi que j'ai trouvé dès le début au niveau des parents de Blanche-Neige. Son père, je trouve qu'il a un flow mais horrible, zéro charisme, sa mère, pareil. Mais voilà, il y a certains rôles qui sont un peu comme ça. Pareil pour le chasseur un peu. Dis qu'il faut faire une chose pour que les vœux s'exaucent. Vous devez fuir. Entendre l'écho. Je n'ai pas peur de me battre. Mais j'entends l'écho.
Et après, les 7 nains. Je trouve que pour la majorité des 7 nains, ça fonctionne vraiment bien. Prof, ils ont apporté ce côté vraiment intello, ils utilisent des mots un peu compliqués. Ça marche. Et Grincheux, il est grincheux. Il fonctionne parfaitement bien dans son rôle. La relation qu'il a aussi avec les autres, mais surtout avec Blanche-Neige, est assez intéressante. Hachoum, il est là pour éternuer 2-3 fois. Timide, on le voit que 2 ou 3 fois aussi. Joyeux, écoutez, joyeux, je l'ai trouvé joyeux. Non, joyeux, ça va en vrai, je le trouve mignon. Dormeur, il rompiche, voilà, je vais le faire à chaque fois, hein, je suis désolé, hein, mais voilà, juste, on voit vraiment que ces mecs-là, qui ont vraiment une personnalité qui est liée à une attitude, ils sont juste là pour faire leurs attitudes et c'est tout. Il est là, il parle, il s'endort. Hachoum, il est là, il parle, il hachoum. Timide, il parle, il fait timide. Voilà, sinon, Prof est assez bien mis en avant et c'est cool. Grincheux est assez mis en avant et c'est cool. Mais surtout, il faut qu'on parle de Simplet. Ils lui ont fait un design un peu plus différent des autres. Et Simplet, qu'est-ce qu'il est touchant. Ah, il est touchant de fou. Ah ouais, moi franchement, limite, il m'a fait tirer une petite larme. Il y a ce côté assez innocent, assez mignon, assez touchant, assez enfantin, évidemment. C'est ce qu'on fait aussi beaucoup ressortir au niveau de comment il est fait physiquement par rapport aux autres, parce que les autres sont tous vieux, sont tous barbus, ils ont 274 ans. Lui, il fait encore très jeune, très enfantin. Ça rajoute beaucoup de tendresse par rapport à ce personnage. Surtout au fait du fait qu'il ne parle pas, même si on parlera de ça aussi en partie spoil. Il y a un truc qu'ils ont amené autour de cette nain que j'ai grave kiffé, un côté un peu folklore irlandais, comme ce côté un peu, limite un peu léprochaune, un peu celtique, où des fois j'avais un peu l'impression de voir les hobbits de la comté quand ils sont en train de danser, en train de célébrer, même sur certaines vannes et tout. Voilà, il y a plusieurs fois où j'ai eu cette impression de voir Pipin avec Merry en train de faire les cons et tout. Mais pas que, ils ont aussi ce côté vachement patrie des nains qu'on a dans l'univers du Hobbit, plus je trouve. Où parfois t'as l'impression de voir les deux frères, un peu à la Philly et Killy, je trouve. Voilà, ils ont ce côté un peu burlesque, côté aussi, voilà, plus là, cette fois-ci, chantant, qui correspond un peu au chant des montagnes qu'on a dans le Hobbit. Enfin, il y a un mélange un peu de tout ça, qui est un peu mis là-dedans. Et ce côté fantasy, folklore celtique, qui marche vachement bien, en fait. Et voilà, on a aussi la bande de rebelles du prince rebelle, qui est là. Voilà, alors du coup, c'est assez drôle, parce que celui qui est le plus mis en avant, c'est un acteur nain. Voilà, c'est l'exemple typique de le fait qu'il soit un nain ou pas dans cette histoire, ça change rien. Et c'est un peu nul, c'est un peu mal fait. Voilà, c'est juste que c'est le quota et du coup c'est lui qu'on met le plus en avant dans la bande et c'est hyper con, ça a aucune raison en fait. Voilà, tout le reste dans son ensemble, on s'en fout. Voilà pour le casting. Pouvez-vous m'indiquer la bonne direction? Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver, d'espérer être exaucé. Et donc du coup le scénario, donc voilà, c'est pas du spoil parce que dans la majorité on connaît tous les grandes scènes de Blanche-Neige et les plus grandes scènes y sont. De la scène à la forêt, jusque dans la maison des 7 nains, dans leur mine, jusqu'à la scène de la transformation de la sorcière avec la pomme, etc., etc. Mais on a aussi de nouveaux trucs qui sont là. Je voulais vraiment dire, on est sur du 50-50. Évidemment, sans spoil, les choses qui sont amenées, il y a surtout la fin qui change pas mal, sont assez correctes. On va dire que dans la trame principale, ça fonctionne, ça marche, mais dans les détails, c'est maladroit. Dans tous les petits autres détails, c'est tellement maladroit. Il y a pas mal de faux raccords, et c'est un truc qu'en général, je vois pas trop, je m'en fous un peu quand je suis plongé dans le film, mais alors là, j'en ai vu quelques-uns. Et le problème, c'est que on essaye de raccorder certaines scènes avec des petits détails de scénario qui vont juste être amenés ici pour avancer de scène en scène et avancer dans l'histoire. Et c'est des choses qui vont jamais être réutilisées, qui vont être balancées, qui vont être mis de côté, qui vont juste être là parce que c'est important juste maintenant à cette seconde précise. Et après, d'un coup de revers, c'est balancé, on n'en parlera plus jamais. Donc c'est dommage parce qu'il y a un autre côté dans le scénario où il y a plein de choses qui sont abordées mais juste de surface et c'est tout. La direction artistique dans l'ensemble, je la trouve assez moyenne, dans le sens où pour les décors, je trouve que ça marche vraiment bien. Les décors dans l'ensemble sont assez bien foutus. Et là où ça pêche un peu, je trouve que parfois c'est pour les costumes. Les costumes principaux, on voit qu'ils ont été bossés, qu'ils ont été travaillés. Où il y en a certains qui sont un peu refaits dans cette façon moderne. Et après on retrouve les costumes originaux des dessins animés qui sont de nouveau là et qui sont superbes. Mais pour ce qui concerne un peu les autres personnages, que ce soit les
les soldats, les rebelles, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, c'est... Limite, on a l'impression que ça manque de budget, donc c'est pas le cas, mais on voit que ça n'a pas été vraiment un des trucs les plus importants au niveau des costumes de la globalité. Donc, voilou. Pour la partie no spoil, on est bon. Évidemment, je vous conseille fortement d'aller vous faire votre avis, quel qu'il soit actuellement sur Blanche-Neige en salle, d'aller le voir. Et ensuite, là, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé ou pas, voir si vous avez été déçu ou voire même peut-être comme moi, ça vous a un peu étonné. Si vous nous quittez maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo, surtout vous abonner, me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste au-dessus, je suis assez actif partout en ce moment, donc de revenir voir la partie spoil une fois que vous serez allé voir le film. Parce qu'évidemment, vous allez le voir en salle. Je t'appelle joyeux parce que t'es joyeux et je m'appelle grincheux parce que je suis... On a compris. Alors, la partie spoil, les trucs qui changent un peu par rapport à l'histoire d'origine. Toutes les scènes classiques de Blanche-Neige, je vais pas évidemment en reparler, ce serait con, je vais vous parler un peu des nouveautés qu'ils apportent à ce truc-là. Alors du coup, ils font ce choix qu'au final, Blanche-Neige, c'est la fille de deux grands rois et reines. Du coup, c'est un roi et une reine qui sont hyper avenants avec leur sujet, avec leur peuple. Ils leur donnent à manger, ça chante avec eux, ça danse. Ils inculquent une bonne éducation avec de bonnes valeurs à Blanche-Neige, du style un peu à la John Cena. Il faut être loyal, faut être respectueux, faut pas abandonner, ces trucs-là, un truc un peu dans ce style-là, avec un collier où tout est écrit dessus. Malheureusement, sa mère va mourir d'une maladie, son père va épouser la nouvelle méchante reine, et il va être porté disparu. La reine a pris pleine possession du royaume, et du coup, Blanche-Neige se retrouve, comme à l'histoire initiale, une espèce de femme de ménage du château. Cette fois-ci, il n'y a pas de prince charmant, il y a un espèce de rebelle qui est là, qui vole du coup des choses à la reine. Au bout de 10-15 minutes, on a déjà cette relation qui commence à se créer entre Blanche-Neige et Jonathan, il s'appelle comme ça dans le film. Elle est amenée à le recroiser, lui et sa bande de mercenaires, dans la forêt un peu plus tard. Et là, on a de nouvelles scènes qui n'existent pas dans les animés qu'on voit. Avec des scènes où ils s'entraident avec les mercenaires, où ils se mélangent aussi carrément avec les nains, ils font une bonne soirée un peu festive et tout. Une scène assez cool d'ailleurs, je trouve, où ils échangent carrément une chanson à deux, en duo. On voit clairement qu'ils sont en train de tomber amoureux. Et ça justifie évidemment le fait que là, ils puissent l'embrasser, contrairement à l'histoire originale où plein de gens évidemment disent que c'est quand même un peu bizarre cette histoire du prince qui arrive comme ça et qui embrasse un peu Blanche-Neige un peu au pif comme ça quoi. Qui se connaissent à peine, voire pas du tout, ils sont vus qu'une fois. Là au moins on a vraiment eu ce développement de personnages et leur création des sentiments qu'il y a eu entre les deux au fur et à mesure du film, et là c'est justifié et ça marche du coup. Jonathan se fait malheureusement après capturer par la reine. Il arrive à s'échapper, puis il rejoint du coup Blanche-Neige pour pouvoir lui faire ce merveilleux bisou. Et la fin du coup qui est extrêmement bien changée, où on n'a pas cette poursuite qu'on a avec les nains et la sorcière, où du coup elle se fait tuer par les rochers après un coup d'éclair et elle meurt écrasée, tout comme ça. Ça finit pas du tout comme ça, on a voulu faire une fin un peu plus gentille pour les enfants je pense, où Blanche-Neige se rend au royaume alors que les nains et les rebelles s'introduisent dans le château. C'est là qu'elle va essayer de réveiller un peu le peuple et de leur dire que voilà, c'était mieux avant. Que la reine, elle est méchante et qu'il faut arrêter d'être méchant, et qu'il faut être gentil, qu'il faut être bon. Et c'est justifié au fait qu'elle dit que c'est par rapport aux valeurs que lui ont inculquées ses parents et que, en connaissant réellement tout le monde, elle arrive à les faire se rebeller contre la reine. Et alors qu'elle est à deux doigts de se faire tuer par la reine, ceux qui se sont introduits dans le château la sauvent. Elle demande à la reine de fuir et au final, quand elle se retrouve face au miroir, vu que le miroir lui dit que bah ouais c'est vrai, c'est du coup vu que Blanche-Neige est revenue, c'est plus toi la plus belle, elle se vénère, elle tape dans le miroir se casse et elle se brise avec le miroir. Bon, j'ai trouvé cette fin un peu facile, un peu étrange, mais on a peut-être pu trouver autre chose, mais on sent vraiment qu'il voulait pas que ça finisse aussi tragiquement et un peu cette mort horrible qu'on avait dans le dessin animé de base. Donc voilà, on finit sur une très belle scène chantée et dansée, avec Blanche-Neige et tout le peuple et tout, etc. etc. De voir tout ça, ça me donne de bonnes inspirations pour le futur live action de Réponse. Ça, j'ai très très hâte. J'implore votre pitié. Trouvez sa maison et réduisez-la en cendres. Qu'est-ce que tu disais? Donc voilà, pour conclure évidemment, bah voilà, j'ai appris que parfois il fallait apprendre à la fermer. J'ai dû aller à l'encontre de mes valeurs, de mes pensées. Très bonne conclusion. Et c'est ça qui évoque le cinéma, c'est qu'on se dit, je suis persuadé d'être comme ça et de penser comme ça. Tu vas voir un film, et après le film, tu te dis, putain, ce que m'a montré le film là, il vient de me faire fermer ma gueule. Et c'est ça qui évoque le cinéma.
Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter tout ce que les gens disent avant d'aller voir un film. Et c'est pour ça que c'est hyper important au final d'aller se faire son propre avis en salle. Alors oui, peut-être qu'au final votre avis n'aura pas changé. Et du coup, bah tant mieux. Vous direz qu'au final vous le connaissez très bien. Et parfois, eh ben, vous allez être bien étonné et vous serez bien content d'aller voir ce film. Donc voilà, je vais en rester là. On va aborder plein de sujets, donc j'espère que cette critique vous aura plu. Moi en tout cas oui, je vais avoir du taf sur le montage, mais je suis assez content de tout ce qui a été dit. Je pense ne pas avoir oublié grand chose. Je vous invite évidemment à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Je suis assez actif partout en ce moment, donc faites-vous plaisir, go s'abonner à tout. Vous abonnez surtout à cette chaîne YouTube et likez, commentez, partagez, c'est hyper important. Surtout commentez, là je pense que c'est le film sur lequel on a tous des avis différents et je pense que c'est assez cool du coup de voir un peu ce que tout le monde en a pensé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!